Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Marie Fleury. Elle est la présidente de l'association GADEPAM. Elle est également vice-présidente du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane et chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Nous avons tenu à vous inviter pour attirer l'attention de l'opinion sur un drame qui se déroule actuellement sous nos yeux. Le fleuve Maroni se meurt car le niveau de l'eau ne cesse de baisser. Catastrophe écologique et climatique. Est-ce que c'est tout cela à la fois ? Tout cela à la fois et nous le signalons depuis de nombreux mois à présent, puisque nous avions signé une motion du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane en novembre 2022, donc qui soulignait justement le Maroni se meurt. Donc il y a beaucoup de facteurs qui malheureusement cumulent leurs effets. Il y a le facteur évidemment de l'orpaillage qui est très important sur le Maroni. 80% des sites clandestins au sein du parc amazonien se situent sur le bassin du Maroni. En plus, le Maroni, comme vous le savez, forme frontière avec le Suriname. Et au Suriname, il y a énormément d'activités d'orpaillage également légales, mais qui aussi polluent de la même manière le fleuve Maroni. Donc les scientifiques ont constaté une diminution drastique du nombre de poissons, qui est liée essentiellement à une augmentation des alluvions, qui en fait rendent le fleuve opaque et inapte à la vie, puisqu'il n'y a plus d'oxygène. Donc c'est un problème extrêmement grave qui se déroule sous nos yeux. Le fleuve Maroni est en train de mourir. À cela s'ajoutent effectivement des événements climatiques récents. On a actuellement une phase de sécheresse très importante, comme vous avez pu le constater. Moi, je reviens du Maroni. Les eaux n'ont jamais été aussi basses pour un mois de février. Elles sont aussi basses qu'au mois d'octobre, habituellement, en pleine saison sèche. Alors que normalement, on est censé être en saison des pluies. Ce qui fait que ça concentre effectivement les problèmes. Et puis surtout, ça complique la navigation. Donc les populations riveraines ont déjà d'ailleurs des problèmes d'approvisionnement, bien sûr, puisqu'il y a des problèmes de transport qui se posent. On n'arrive déjà plus, arriver sur certaines rives d'Anticompata, on n'y arrive plus en canot. Il y a des rochers partout, des bancs de sable. Les bancs de sable qui sont accentués évidemment par l'activité aurifère. Bon, les barges ont été interdites heureusement, mais il reste les bancs de sable. Et puis surtout, je dirais qu'il y a un troisième facteur, puis on peut en ajouter encore. Il y a le facteur sanitaire, dans la mesure où les eaux étant basses et il y a des coupures d'eau, enfin il n'y a même pas d'eau potable au village de Talouenne, un village de 400 habitants. Depuis le mois de juillet, on peut dire qu'il y a une absence d'eau potable parce qu'il y a un filet d'eau le matin entre 6h et 7h et avec une eau qui est le fond de la nappe phréatique, quasiment imbuvable, très mauvais et certainement pas potable aux normes. Et donc on a ce problème sanitaire qui est extrêmement important et grave et qui donne des problèmes évidemment de gastro, d'épidémie, etc. Donc la situation, je pense qu'elle n'a jamais été aussi pire en fait pour ces populations riveraines du Haut-Maroni. La solution, est-ce une coopération, la mise en place d'une coopération entre la France et le Suriname pour pouvoir intervenir le plus rapidement sur ces problématiques ? La solution à terme, c'est évidemment une coopération, on ne pourra rien faire. Le Maroni, c'est une frontière, mais il faut savoir que c'est avant tout un bassin de vie, les gens y vivent, en vivent, et sans une solution trouvée à l'échelle régionale avec le Suriname voisin pour empêcher justement cette destruction massive du fleuve Maroni, on n'ira jamais tout seul au niveau de l'État français. Mais il y a un autre problème, c'est l'urgence sanitaire. Et moi je demande officiellement à ce qu'on distribue non pas des bouteilles d'eau en plastique qui ne suffiront pas de toute façon et qui vont ajouter à la pollution par le plastique et à la pollution aussi intérieure des habitants, puisqu'on sait très bien que des bouteilles en plastique qui restent au soleil
On a des molécules de plastique qui passent dans l'eau, donc c'est très malsain aussi. La solution, à mon avis, d'urgence, ça serait de distribuer des filtres à eau pour que les gens puissent filtrer leur eau au moins et avoir de l'eau potable à disposition pour leurs activités quotidiennes. Ça, c'est une urgence sanitaire. Envoyer aussi des médecins, parce qu'il y a vraiment un problème d'épidémie actuellement, que ce soit en Técompata, Talouenne où je suis passée, les gens se portent très mal en fait. Sans parler évidemment là, problème de suicide, puisqu'il y a eu encore un suicide il y a une quinzaine de jours des jeunes, mais je vois difficilement comment on peut se projeter dans l'avenir sur ce territoire dans des conditions aussi dramatiques. Donc la population se trouve confrontée à deux problèmes, la baisse de la pluviométrie et également l'orpaillage, les conséquences de l'orpaillage illégal par rapport au mercure qui est utilisé notamment. Donc effectivement, il y a un autre problème qui se surajoute à tous les autres, c'est la pollution. Alors donc vous le savez très bien, les orpailleurs illégaux utilisent encore du mercure alors qu'il est totalement interdit par la loi française. Ce mercure se retrouve dans la chaîne trophique et donc va s'accumuler dans la chaîne alimentaire, notamment dans les poissons carnivores comme l'aimara, et puis au final, évidemment, chez l'homme, donc avec des problèmes importants au niveau neurologique et beaucoup chez les femmes enceintes et les enfants, mais tous les adultes qui se respectent aussi sont susceptibles d'être malades, perdre la mémoire, des douleurs, des problèmes neurologiques graves. Là encore, on voit il y a très peu de suivi, sauf sur les femmes enceintes. Donc il faudrait quand même faire un suivi régulier de l'état de la pollution et aussi du taux de mercure chez les habitants. Et puis se rajoute en plus une pollution maintenant au plomb, puisqu'il s'avère que malheureusement le manioc contient du plomb. Et donc plusieurs métaux lourds, évidemment, ça surajoute les effets. Ce à quoi les inondations, puisque vous savez qu'on vient de vivre 3 années d'inondations inédites qui ont particulièrement touché évidemment les riverains des fleuves, et en particulier sur le Haut-Maroni, je suis témoin des inondations qui ont entraîné, je pense en conséquence, toutes ces maladies du manioc qui se sont développées. Donc vous voyez que là, on a vraiment un effet de conjonction qui rend la situation quasiment invivable, quoi. Plus de poissons dans le fleuve, le manioc malade, plus de production de manioc, ou alors on vous dit, bon, si vous mangez du poisson, vous allez tomber malade à cause du mercure, si vous mangez du manioc, vous allez tomber malade à cause du plomb. Enfin bon, mais qu'est-ce qu'il leur reste, quoi? Qu'est-ce qu'il leur reste? C'est vraiment grave, il faut vraiment se pencher sur la question. Il y a vraiment quelque chose à faire en urgence, et puis il y a quelque chose aussi, des solutions à prendre sur le fond. Il faut davantage de moyens humains pour la lutte contre l'orpaillage illégal. Ça fait des années qu'on le réclame. Des moyens aussi au niveau sanitaire, des médecins, des infirmiers, du personnel sanitaire dans les villages, parce que là, effectivement, il y a trop de problèmes en même temps. Des psychologues, on en manque, on manque de tout sur le Maroni, mais il faut vraiment prendre les choses à leur juste valeur. C'est la vie humaine dont on parle là. Il y a des militaires supplémentaires qui ont été mobilisés. Le nombre n'est pas suffisant pour justement freiner l'avancée des orpailleurs clandestins. Bon, il n'y a jamais assez de moyens. En vérité, ça fait longtemps aussi qu'on le demande. C'est des opérations coup de poing, c'est bien, ça fait peur aux orpailleurs. C'est sûr que ça limite le développement, mais on voit bien que le nombre d'orpaillages clandestins, notamment au sein du parc amazonien, il reste stationnaire. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une présence militaire. Voilà. Là, on peut vraiment déclarer la guerre. Je pense que quand on parle de guerre, c'est là qu'elle se situe sous nos yeux. Et en fait, c'est un véritable... il faudrait une présence militaire sur les sites pérennes, de manière à empêcher les orpailleurs de se réinstaller, puisqu'on connaît, on a une cartographie exacte de tous ces sites clandestins. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre des légionnaires, des militaires qui occupent les sites et qui empêchent les orpailleurs de se réinstaller? Parce que là, actuellement, les sites, ils sont en amont des villages amérindiens. Donc l'eau, elle devient jaune ricard. Elle est complètement impropre, évidemment, à la consommation, mais non seulement humaine, mais aussi animale. Il faut penser aux animaux, aux plantes, qui ne peuvent pas survivre dans un tel environnement. Et toute la chaîne, évidemment, est liée. Nous ne sommes que des animaux qui font partie de cet environnement. Et donc, on est tous en danger, en fait. Est-ce qu'on a une idée de la superficie, la surface souillée par l'orpaillage illégal?
Alors effectivement, moi j'ai pas les chiffres exacts, mais on sait le nombre de cours d'eau qui sont souillés en Guyane. Mais là actuellement, moi c'est tout le Maroni qui est en danger, hein, puisque de toute façon, plus le temps passe, plus les années passent, plus les orpailleurs remontent le fleuve et vont donc plus loin dans le sud. Donc en fait la situation a fait qu'empirer. Donc bientôt il y aura plus de poissons dans le fleuve. Et puis le gibier, effectivement, il est effrayé également, puisque les orpailleurs ils font du bruit, ils chassent également, donc pour leur consommation. Et donc il n'y aura plus non plus de gibier. Donc qu'est-ce qui va rester, de quoi vont se nourrir les riverains? Enfin, c'est quand même leur vie même qui est en danger. Il va falloir leur distribuer de la nourriture, les faire vivre sous perfusion. Enfin, c'est quoi le projet, quoi? On se pose la question, c'est quoi l'avenir de ces populations? Voilà. Et donc je pense que là, il y a vraiment une solution à trouver immédiatement et ne pas attendre que la solution empire à nouveau, parce que là, je ne sais pas, je crois que je ne l'ai jamais vu. Pourtant, ça fait quand même très nombreuses années que je parcours ce territoire. Je n'ai jamais vu une situation aussi dramatique. En plus, je n'ai pas évoqué le problème des transports, qui est un peu résolu actuellement provisoirement, on l'espère pour longtemps, mais il faut savoir que pendant plus de 6 mois, il n'y a pas eu d'avion pour la Maripasoula. Et bien, ce qui se passe, c'est que les gens fuient, les gens partent, les gens déménagent, et je parle des Maripasouliens, hein, des gens qui sont nés là. Mais les Amérindiens, c'est la même chose actuellement. D'ailleurs, Michel Aloïké a lancé un appel au secours en faisant une lettre ouverte, et les habitants, et même les Wayana, ils se posent la question de savoir, est-ce que je retourne au village? Vous avez envie de vivre dans un village où il n'y a pas d'eau potable? Et où l'eau est tellement sale que même se laver dedans, ça pose problème. Alors quand il faut à la fois font les besoins, la toilette, la vaisselle et tout le reste, mais évidemment ça pose problème. Vraiment, c'est un souci qui est urgent. Et là, je lance un cri d'alarme, parce qu'on en a beaucoup lancé au niveau du conseil scientifique du parc amazonien. On a écrit de nombreuses motions, on a fait 2 lettres ouvertes, dont une au président Macron, que je lui avais remis en main propre quand il était venu à Cayenne la dernière fois. Est-ce qu'il faut encore faire une lettre ouverte? Est-ce que ça a abouti à quelque chose? Je ne sais plus. Là, on ne sait plus, donc peut-être les médias vont relayer cet appel au secours, mais je le fais vraiment au nom des peuples riverains. C'est le cas sur le Maroni, mais je suis sûre que c'est exactement la même chose sur l'Oyapock. Il y a peut-être moins d'orpaillage sur le Haut-Oyapock, mais ils ont aussi des problèmes d'intoxication au mercure. Et de toute façon, le problème est le même partout, parce que c'est aussi à l'échelle mondiale qu'il faut s'inquiéter sur le changement climatique, dont on peut observer les effets dès aujourd'hui. On est dedans. Emmanuel Macron vient en Guyane à la fin du mois de mars. Est-ce que vous envisagez, est-ce que c'est prévu que vous le rencontrez? Non, c'est pas prévu qu'on le rencontre. Moi, ce qui me paraît très logique, ce soit les politiques qui relayent ce discours. Parce que c'est les politiques qui vont rencontrer le président de la République. Et je pense qu'il est temps aussi de s'occuper de l'intérieur du territoire. Il y a beaucoup de problèmes partout en Guyane, j'en suis tout à fait consciente. Mais il y a quand même des urgences sanitaires dans le sud. Ce sont quand même des populations autochtones. Il faut souligner que les peuples autochtones ont aussi des droits à l'international qui ne sont pas du tout respectés, de même que les droits environnementaux ne sont pas respectés, le droit de l'eau, le droit de l'environnement. Il s'agit de la forêt amazonienne, il s'agit de notre avenir à tous sur la planète. Ce qui serait important, c'est que ce soit les politiques qui relayent ce message auprès du président de la République. Est-ce qu'il y a un risque d'exode de ces populations vers le littoral, vers la capitale, Cayenne en l'occurrence? Bien sûr, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je ne sais pas si on peut parler d'exode, mais oui, il y a beaucoup de jeunes qui ne souhaitent pas retourner au village. On en voit de plus en plus qui s'installent en ville. Et puis je vous disais, pas seulement les Amérindiens. C'est la même chose du côté des Bushinangais, des Aluku, qui ne souhaitent pas se réinstaller à Maripasoula, parce que finalement, ils vivent complètement coincés. Il n'y a pas d'avion, il y a un problème de transport de marchandises, d'approvisionnement, et tous les problèmes sociaux qui se surajoutent. Donc évidemment qu'il faut craindre des migrations, et de toute façon, on n'en est qu'au début, puisque à la température augmentant, on se demande aussi à terme si la Guyane va continuer à être habitable, parce que des sécheresses, si elles durent plusieurs années comme ça,
la forêt va tellement souffrir. On peut craindre aussi pour la survie de la forêt et je pense que s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus non plus de régulation climatique, donc les choses vont s'accélérer. Alors moi je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais enfin il faut quand même lire les rapports du GIEC et tout est inscrit. Les premières victimes seront les populations autochtones et les populations à risque, c'est-à-dire en fait toujours les populations les plus pauvres malheureusement. Avec les difficultés pour se déplacer, les difficultés liées au transport, est-ce que vous avez observé une répercussion sur les prix qui sont appliqués localement? Est-ce que ça a tendance à les faire exploser, augmenter? Ah oui, il y a un prix qui explose sur le fleuve, c'est le prix de l'essence. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, moi je me souviens du tanker d'essence mélange qu'on achète à 25 €, il est passé à 40. Enfin, je ne pourrais pas vous dire en combien de temps, mais en quelques années, très peu de temps en fait. Et en fait, plus l'eau baisse dans le fleuve, plus les prix augmentent, évidemment, puisqu'on a du mal à acheminer les fûts d'essence. Donc vous imaginez que le prix de l'essence influe sur tout le reste, puisqu'il faut quand même continuer à se déplacer, il faut quand même aller à Maripasoula pour régler les problèmes administratifs, déposer les enfants à l'école, il faut, on a besoin, évidemment, les habitants ont besoin d'essence. Donc effectivement, ça a une répercussion directe sur leur niveau de vie. On parlait des politiques. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec les députés? On sait en Guyane, il y a 2 députés, dont un qui est en charge de la 2e circonscription où se trouvent ces territoires-là, qui pourraient remonter ces problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à vous? Non, malheureusement, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, mais pas dans ce cadre-là. Et en fait, on n'a pas pu aborder ces questions, mais effectivement, moi, je suis prête à les rencontrer parce que c'est à eux de relayer le message au niveau politique français. C'est clair, c'est pas à nous en tant que chercheurs. Ouais. Alors, pour revenir à la maladie du manioc, on en parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On sait que le Brésil également est impacté par ce problème. Alors, au niveau du manioc, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce lot de mauvaises nouvelles, c'est que la sécheresse étant tellement forte, bon, assurément, c'est en fait un champignon qui poussait à l'intérieur même du manioc, qui pourrissait le manioc. Et c'est certainement lié à ces 3 années de pluie vraiment intenses qu'on a subies. C'est arrivé effectivement par le Brésil, via l'Oyapock, puis évidemment sur le Maroni. Alors l'année dernière c'était catastrophique, mais presque tous les champs de manioc, les abattis étaient touchés. Et là, par miracle, il y a aussi eu un travail de fait avec des nouvelles boutures. Et puis les gens sont très inventifs, imaginatifs pour trouver des solutions. Et donc en fait, là, cette année, ils étaient contents pour l'instant. Pour l'instant, les nouveaux abattis ne sont pas touchés. Donc il faut espérer quand même que cette sécheresse-là va avoir au moins un effet positif, c'est les débarrasser de cette maladie du manioc. Voilà. Mais rien n'est gagné encore actuellement, c'est juste des premières constatations. Alors pour remplacer le manioc, là ça va poser un vrai problème, parce que le manioc, ils ont l'habitude de le cultiver. Alors évidemment, on peut penser à d'autres sources de glucides, comme le riz, etc. Sauf que des populations qui n'ont jamais eu l'habitude de cultiver du riz, bon, les Nord-Marrons ont une culture traditionnelle du riz pluvial. Ça serait vraiment bien d'ailleurs qu'ils la relancent, parce qu'ils ont tendance, c'est beaucoup de travail. Mais il faudrait déjà réfléchir aussi à relancer peut-être cette activité traditionnelle. Par contre, c'est vrai que chez les Amérindiens, ils n'ont jamais cultivé du riz, et qu'à part le manioc, mais la manioc, ça fait des millénaires que leur alimentation est basée sur le manioc. Donc là, les priver de leurs ressources, c'est quasiment, je ne vais pas dire condamné à mort, mais quelque part au niveau culturel, ça serait quand même très dommageable. Ouais. Alors, il y a les créoles aussi qui consomment le couac qui est à base de manioc. Il faut le souligner. Alors, vous êtes la vice-présidente du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane. On sait que l'espace, le territoire dont on parle relève justement une partie, peut-être pas la totalité. Quels sont les leviers dont dispose le parc amazonien justement pour pour aider, apporter de l'assistance, accompagner ces populations-là? Quels sont les leviers?
Alors en vérité, moi je ne suis pas habilitée pour parler au nom du parc amazonien, hein. Nous on est conseil scientifique, c'est très différent, on est un organisme vraiment indépendant pour conseiller sur la politique scientifique du parc amazonien. Donc je ne vais surtout pas m'exprimer au nom du parc, qui le fait très bien lui-même. Mais effectivement, le parc ne peut pas résoudre tous les problèmes, hein. Ils ont, leur vocation, c'est effectivement l'environnement et la culture. Mais c'est vrai que dans l'environnement, il y a l'homme. Moi, je considère que le bien-être et la santé des populations devraient faire partie intégrante des priorités du parc amazonien, hein. Ça, c'est mon point de vue personnel. Effectivement, on peut dire que, bon, vous savez, tous les secteurs sont séparés en fonction de la santé, l'eau potable, voilà, ça va plutôt être la commune. Et puis, la santé, ça va dépendre. Soit c'est de la prévention, ça dépend de la CTG, soit c'est l'hôpital, voilà, c'est peut-être que ce qui serait quand même important, c'est de structurer tout ça et que finalement, autour d'une table, on se pose la question de savoir, c'est quoi les solutions pour que les gens y vivent bien et dans un environnement sain, voilà. Peut-être chacun apporterait ses solutions, mais là, il faut vraiment inciter à faire ce genre de table ronde sur cette question cruciale et très actuelle de la survie des populations riveraines, hein. Il y avait une volonté à un certain moment d'installer des orpailleurs légalement, on va dire, sur ce périmètre. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que, bon, là aussi, est-ce qu'on peut avoir quelques informations? En vérité, de toute façon, les orpailleurs illégaux qui sont en cœur de parc, ils ne peuvent pas être remplacés par des légaux parce que l'orpaillage est interdit, donc par la loi. De plus, les solutions qui ont été apportées pour remplacer de l'illégal par du légal. L'orpaillage est peut-être interdit, mais on peut quand même exploiter l'or de Guyane. On peut continuer à l'exploiter. Oui, mais pas partout. Pas en cœur de parc. En cœur de parc, en zone d'adhésion, mais pas en cœur de parc. D'autre part, mais là aussi c'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi, c'est une fausse solution, puisqu'en fait on sait très bien tous que l'orpaillage, même s'il est légal, entraîne de l'orpaillage illégal tout autour de manière satellitaire. Donc on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des orpailleurs légaux qui s'installent, il y a des illégaux qui s'installent autour. Donc remplacer les illégaux par des légaux, pour moi c'est une fausse bonne idée. Alors, Madame Marie Fleury, cela nous amène aussi à évoquer la jeunesse qui est touchée par les cas de suicide, vous en parliez tout à l'heure, mais le phénomène de mule, est-ce qu'il y aurait une causalité, selon vous, entre les difficultés auxquelles seraient confrontés ces jeunes et le fait de basculer vers le transport de stupéfiants? Oui, là vraiment, moi ça me touche énormément parce que je connais des cas, hein, de gens qui sont en prison à cause de ça, et je peux vous dire que c'est vraiment des victimes du système. C'est dramatique parce que évidemment des jeunes qui ne voient pas d'avenir, qui parfois sont en échec scolaire, qui n'ont pas de travail et à qui en plus on fait pression, parce qu'il ne faut pas oublier que les plus gros criminels, c'est quand même ceux qui organisent la filière, hein, c'est pas ceux qui font la mule, et que font parfois pression sur des jeunes et les obligent avec des menaces à la clé à faire la mule. Effectivement, je pense que là, la situation, si ces gens-là avaient de l'argent, un travail salarié, ou bien même s'ils pouvaient vivre tranquillement de leur environnement et manger correctement, comme c'était le cas il y a ne serait-ce que quelques dizaines d'années, je pense qu'il y aurait moins de gens qui s'engageraient à faire la mule, hein. Ce besoin d'argent, finalement, il est lié aussi à tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc tout est lié, et ce trafic-là ignoble, parce que c'est aussi un trafic d'êtres humains, hein, c'est pas seulement un trafic de drogue, c'est qu'on utilise des êtres humains comme des mules, le terme est bien choisi, des mulets, quoi, dans lequel on introduit des ovules de drogue qui peuvent éclater à n'importe quel moment, et que en plus ils prennent tous les risques en fait finalement pour gagner 3 fois rien, hein, et qui surtout risquaient énormément en termes de prison, en termes de casier judiciaire, en termes de perte de garde d'enfants. Enfin, c'est toute la famille qui est touchée. Il ne faut pas oublier que quand une personne
fait la mule et se retrouve en prison, mais toute la famille est touchée, puisque qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce que font les époux, qu'est-ce que font les conjoints. En fait, c'est des drames qui touchent toute la communauté, et on en voit de plus en plus. Donc là aussi, ouais, encore un drame, là, vraiment. Qui entraîne peut-être un phénomène de stigmatisation, mais bon, après, ça reste à prouver. Comment rétablir, je dirais, le lien entre toutes les régions, les parties de Guyane, entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le littoral et justement ces communes éloignées. On a l'impression que tout ça c'est très loin, que ça ne nous concerne pas. En plus, on en parle quand même assez peu. On en parle très peu, oui. C'est ça qui m'a le plus choqué. C'est qu'en fait, personne n'était au courant en Guyane que depuis 7 mois, même plus, même presque 9 mois, il n'y a pas d'eau potable, quasiment pas d'eau potable à Talouenne, quoi, un village de 400 habitants quand même, et on est en Guyane, on est en période de sécheresse, ne serait-ce que se laver les mains dans la journée, ne serait-ce que, mais enfin, tous les besoins élémentaires, il y a des écoles, il y a maintenant un collège connecté, il y a le dispensaire, mais comment voulez-vous qu'ils aient une hygiène? Et après, on s'étonne, bah oui, il y avait plein d'épidémies en ce moment, mais bon, je sais que c'est le cas aussi sur le littoral, mais vous imaginez, c'est encore plus décuplé là-bas, dans des conditions sanitaires déplorables. Et moi, ce que je constate, en tout cas, ça peut être aussi une forme de conclusion, c'est que j'ai rencontré ces populations qui étaient encore libres et qui étaient encore souveraines, on va dire. D'ailleurs, les Wayana ont été un des derniers peuples à demander la nationalité française. Ils étaient encore autonomes, on va dire qu'ils étaient capables de vivre de manière autonome. Ils n'avaient pas besoin de travail et pas besoin d'argent. J'ai vu l'arrivée de l'argent sur le territoire, j'ai vu ce que ça a donné. En fait, l'arrivée de l'argent, ça a entraîné tous les problèmes. Et surtout, ça a entraîné la pauvreté. Et ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est l'argent qui rend pauvre. Parce qu'avant, on avait un système d'entraide et de solidarité qui faisait que, bon... Cela a perverti les hommes. Bien sûr, les gens maintenant... Avant, on partageait. Quelqu'un qui était plus chanceux à la chasse ou à la pêche, il partageait avec la famille autour, il partageait avec les... Voilà, on n'allait pas manger tout seul ensemble. La fois d'après, c'était l'inverse, et les gens vivaient comme ça, de manière assez autonome. Maintenant, avec l'argent, d'abord, déjà, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, hein? Moi, je vois surtout qu'il va alimenter les bars qui sont sur toute la façade surinamaise du Maroni, en face chaque village amérindien. Vous avez un commerce chinois qui vend de l'alcool toute la journée. Donc effectivement, ça enrichit beaucoup le Suriname. Et je ne suis pas sûre que ça enrichisse les Amérindiens, parce que moi, je les vois surtout dans des états pitoyables. Et je ne vois pas où il est le bonheur là-dedans, en fait. Hein. C'est d'une tristesse affligeante, quoi. Donc le constat, il est quand même très très négatif, et je pense que finalement, ils étaient plus heureux avant. Hein. Malheureusement, c'est sur cette note que nous allons nous séparer. Peut-être, oui, qui fait écho à cette chanson de Christophe Maé, Il est où le bonheur? Oui, là, on peut vraiment se poser la question. Bon, heureusement hein, que les gens ont une certaine résilience, et que bon, ils vivent au jour le jour, et que oui, il y a quand même heureusement des lueurs d'espoir avec des jeunes qui s'engagent, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier le sud de la Guyane dans les politiques. Voilà. Marie Fleury, merci. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir.